Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler de deux sujets qui pourraient faire dérailler les marchés dans les 6 mois qui viennent, qui risquent en tout cas de poser de sérieux problèmes au marché dans les conditions actuelles, au-delà des restrictions de liquidité qui s'annoncent d'ici la fin de l'année avec le ralentissement des efforts de quantitative easing de la Fed, donc de la BCE, et aussi le ralentissement ou la fin des aides Covid aux ménages actuellement dans les pays développés, puisque l'épidémie de Covid est en passe d'être maîtrisée, c'est-à-dire qu'on aura encore du Covid qui circule, mais beaucoup moins de formes graves et de fermeture de l'économie, puisque les vaccins évitent en grosso modo la grande majorité des formes graves. Alors donc ces deux sujets-là, c'est d'abord le ralentissement de l'économie chinoise. Il y a des problèmes qui se manifestent dans l'économie chinoise en ce moment. Donc vous avez ici le Credit Impulse, donc graphique de la croissance du crédit en Chine. Vous voyez que ça s'est fortement ralenti donc sur les derniers mois. Et en général, c'est corrélé à une baisse également dans les trimestres qui suivent des indicateurs d'activité économique, donc des PMI. Vous voyez que les deux courbes sont vraiment corrélées. Là, il y a un décalage de 10 mois, donc ils ont pris donc celui qui a fait le graphique, topdowncharts.com a proposé ce décalage. Et on le constate effectivement déjà maintenant. Donc le ralentissement du Credit Impulse s'est produit au début de l'année 2022. Et ce qu'on voit, on commence à voir les PMI chinois qui décrochent très sérieusement. Là, vous avez le PMI service qui est tombé à 46, donc c'est sa plus basse valeur. Donc si on peut remonter loin comme ça, en tout cas c'est la plus basse valeur des 10 dernières années. À part évidemment le point bas lié à la crise du Covid. Et le PMI manufacturier, il commence aussi à décrocher de façon moins forte pour l'instant, mais il est à 49, donc c'est quand même significatif, c'est sa plus basse valeur depuis vous voyez, le début de l'année 2019. Donc il y a quand même un ralentissement de l'économie chinoise. Plus récemment, il y a les problèmes du grand promoteur immobilier Evergrande, donc c'est une faillite potentielle à 300 milliards de dollars quand même dans l'économie chinoise. On est sur des ordres de grandeur comparables à Lehman Brothers. Pour Lehman, c'était 600 millions de dollars, là c'est 300 millions, donc ça reste quand même une grosse faillite. Pour l'instant, on n'a pas d'informations au niveau de ce que le gouvernement chinois compte faire pour traiter ce problème. Il va sans doute s'en occuper, mais plus il attend, plus le risque de contagion à l'ensemble du marché immobilier chinois grandit, puisque les investisseurs sont en train de perdre confiance dans le secteur. Ils vont attendre pour acheter des appartements ou pour acheter des logements, attendre de voir ce qui se passe avec ce promoteur qui a une importance systémique. Donc pendant ce temps-là, pendant que les ventes vont baisser, ça risque de mettre en difficulté d'autres promoteurs dont les niveaux d'endettement étaient un petit peu limites, qui étaient un petit peu en difficulté jusqu'ici, qui risquent du coup de basculer complètement dans le rouge et de se trouver aussi en situation de faillite. Donc il y a quand même deux sérieux problèmes au niveau de l'économie chinoise en ce moment. Et ce qui est assez clair, c'est qu'on a des niveaux d'endettement très élevés sur l'économie chinoise, pas tellement la dette de l'État, l'État chinois est peu endetté, mais au niveau des entreprises, là on a par contre un très sérieux problème d'endettement. Vous voyez ici les ratios de dette totale du pays par rapport au PIB sont à 279%. Ils grossissent rapidement. Si on regarde le graphique historique, on était à peu près 150%, 170% en 2008. Et vous voyez là, donc la croissance de cette dette qui est le fait notamment des entreprises, mais maintenant aussi des ménages chinois. Alors le second problème qui se pose, c'est la hausse du prix des intrants pour les entreprises. Alors là, je vous propose un graphique en fait. Donc vous allez regarder la courbe bleue sur ce graphique. C'est un écart entre la hausse des prix à la production sur un an et la hausse de prix à la consommation sur un an. Les prix à la production,
C'est tout simplement les prix auxquels les entreprises vont payer leurs intrants. Elles vont acheter des matières premières, elles vont acheter toutes sortes de choses. Et là, donc c'est cet indice de prix à la production qui va mesurer ça. Et les prix à la consommation, c'est le prix en gros auquel les consommateurs achètent leurs biens et services. Donc c'est le prix auquel peuvent vendre les entreprises. C'est tout à fait important. Quand l'écart entre les deux augmente fortement, ça veut tout simplement dire que les entreprises vont acheter beaucoup plus cher leurs intrants et ne pourront pas en échange les vendre plus cher. Du coup, ça menace leur marge, ça menace leurs bénéfices et c'est pas bon du tout pour les marchés actions. Donc on a eu des hausses de ce type qui ont été constatées, vous voyez, sur l'année 2000. On a eu des hausses importantes de ce spread entre septembre 2006 et le début de l'année 2008. Inutile de vous dire que ce qui a suivi n'a pas été bon du tout pour les marchés. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on a une hausse de ce spread actuellement qui atteint 14,5%, donc c'est tout à fait considérable et c'est la plus haute valeur historique qu'on ait jamais observée jusqu'ici. Alors, il y a une partie de ce phénomène qui s'explique par un effet de base qui est défavorable. C'est vrai qu'on avait eu des prix à la production très bas, on va dire au second semestre 2020 à cause de la crise du Covid et le coût du pétrole, etc. Les matières premières ont vu leur cours s'effondrer. Donc, si on compare par rapport à cette période, évidemment, on a une base un petit peu biaisée. Mais si on retire ce biais, c'est-à-dire si on regarde simplement où on en était en juillet 2020, juillet-août 2020, vous voyez qu'on était à moins 4,8%. Même si je retire cet effet de moins 4% des 14%, on serait quand même à 10%, c'est-à-dire à un niveau qui est significativement élevé par rapport au pic précédent. Donc il y a bien un problème et ça, dans un contexte où les marchés sont extrêmement chers, ça ne va pas faire du bien dans les trimestres qui viennent aux publications de résultats des sociétés américaines, européennes et autres. Alors ces deux éléments en soi, ils ne seraient pas suffisants sans doute pour faire crasher le marché, pour entraîner une baisse de marché importante. Le souci, c'est qu'en ce moment aux États-Unis, on est sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmes, qui n'ont pas de précédent historique connu. On est dans une situation de bulle énorme sur les valeurs technologiques et par répercussion sur d'autres grosses capitalisations. Du coup, à ces niveaux-là, il n'y a pas besoin de beaucoup de mauvaises nouvelles pour provoquer un retournement. C'est ce qui m'inquiète. Ces deux facteurs que je viens de vous citer, plus la diminution des flux de liquidités qui arrivent sur les marchés dans les prochains mois, ça peut suffire à enclencher le mouvement, à mon avis. Alors maintenant, je vais aborder un deuxième sujet avec vous qui est celui des pays émergents et plus spécifiquement des fonds et trackers globaux sur les pays émergents pour vous présenter un problème potentiel qui se pose à ce niveau-là. Alors évidemment, c'est une excellente chose dans le contexte actuel de s'intéresser aux autres pays que les États-Unis et aux pays émergents notamment parce que la bulle de valorisation dont je vous parlais, elle n'est pas générale. Il y a de nombreux pays dans le monde qui sont en ce moment à des niveaux de valorisation tout à fait bas, voire même en bas de cycle sur les ratios, sur le price earning par exemple. Je vais vous donner quelques exemples. Là, on va regarder la situation de la Turquie. Voilà ce qu'il en est pour le pays dont je vous parlais, pour la Turquie. Vous voyez qu'on n'est absolument pas en situation de bulle. Les PER moyens du marché sont à 5,2. Alors certes, Erdogan n'est pas le meilleur du monde, loin de là, pour gérer l'économie de son pays, sans doute. Mais un PER de 5,2, je pense que c'est très largement et plus que largement pris en compte dans les cours du marché turc en ce moment. On n'est pas non plus en Afghanistan, ça reste un pays qui est stable, qui a une économie plus ou moins correcte, qui a des perspectives de croissance, qui a une démographie également correcte. Donc il y a quand même des atouts sérieux à faire valoir en Turquie. Et quand je vois qu'il y a des ratios comme ça, je me dis qu'il y a certainement de très bonnes valeurs à acheter en ce moment sur le marché turc. Alors, il y en a d'autres, la Russie évidemment
dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises n'est pas cher, hein, ça. Donc si on regarde les ratios, vous voyez où on en est en ce moment, on est très très loin d'un haut de cycle là aussi, hein, avec un PER moyen de 6,3 et ça décote aussi sur de nombreux autres ratios. La Pologne, sur lesquelles j'ai trouvé de nombreuses excellentes valeurs qui ont très très bien performé sur les portefeuilles que je propose, anti-effondrement du socialisme et dans la version offensive du portefeuille PEA. La Pologne reste aussi bon marché. Bon, il y a des tas d'exemples possibles. Là où je voulais vous donner un avertissement, c'est pour ceux qui se diraient, bon, les pays émergents sont intéressants en ce moment, donc je vais acheter un ETF généraliste sur les pays émergents. Alors j'ai regardé comment sont faits ces ETF pays émergents. Le problème qui se pose, vous allez tout de suite comprendre, c'est dans les pondérations des différents pays. En fait, alors ici vous avez le eShares MSCI Emerging Markets. Sur l'équivalent français l'IXOR, c'est exactement la même chose, hein, qui reproduit l'indice MSCI marché émergent. Vous avez une répartition complètement déséquilibrée au niveau géographique. Donc la Chine, c'est 33% du total. Taïwan, c'est 14,7% du total, donc l'ensemble des deux, c'est quasiment la moitié du fonds. Donc quand vous achetez un fonds soi-disant pays émergent, vous achetez principalement des valeurs chinoises. Et ça, pour moi, c'est embêtant dans le contexte actuel. J'ai rien contre les valeurs chinoises en quantité raisonnable. Comme je vous l'ai dit, il y a des problèmes de propriété qui se posent. Si le jour où Xi Jinping décide qu'il n'a plus besoin ou qu'il ne souhaite plus voir ces sociétés cotées à l'étranger, il peut réduire à néant d'un trait de plume toute la valeur de vos actions parce que les droits de propriété ne sont absolument pas garantis avec les montages VIE qui sont basés sur les Caraïbes. Ça ne vous donne aucun droit de propriété réel sur les actions chinoises. Donc là, il y a un facteur d'instabilité, il y a le problème des relations entre la Chine et Taïwan également qui se pose. Donc, moi, je me dis que si j'avais à investir dans des pays émergents, je le ferais de façon beaucoup plus équilibrée. On a d'autres pays émergents dans le monde qui ont un potentiel intéressant, hein. Je vous ai cité la Russie qui ne fait que 3,7%, vous voyez ici, de l'indice. La Turquie représente 0,27%, donc c'est dérisoire. Alors que c'est pas un pays dans lequel j'irais mettre 30% forcément d'un fonds émergent, mais vu ses caractéristiques de valorisation en ce moment, il mérite d'avoir beaucoup plus que 0,27%. Le Vietnam, qui est le pays qui a le plus gros potentiel, à mon avis, de toute l'Asie du Sud-Est en termes de croissance dans les 5-10 ans qui viennent, il n'est même pas représenté dans ce fonds, il est tout simplement absent. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont, à mon avis, beaucoup à améliorer. Donc si j'étais vous et que j'avais une stratégie passive, c'est-à-dire d'investir dans des ETF en pays émergents, au moins, je ferai en sorte d'investir dans des ETF qui portent sur un pays et de diversifier moi-même géographiquement les ETF. Donc, j'accorderai une part significative à la Russie, à la Pologne, au Vietnam, par exemple. Au Brésil en ce moment qui est redevenu à des niveaux de valorisation basse, pourquoi pas un peu Taïwan qui a sa place, effectivement. Hong Kong, on trouve des bonnes valeurs à Hong Kong, hein, il ne s'agit pas du tout d'exclure la Chine, mais voilà, il faut que ce soit équitablement réparti entre toutes sortes de pays émergents qui ont beaucoup de potentiel dans le monde. Donc voilà, méfiez-vous des fonds généralistes en pays émergents. N'oubliez pas que quand vous achetez ces fonds-là, vous achetez en réalité des fonds qui ne sont pas diversifiés, qui sont principalement investis en actions chinoises.